mari doit vous posséder. Il peut vous posséder. Ne répondez pas maintenant. Ne répondez pas maintenant. Doit me posséder? Doit. Il doit vous posséder, oui. Ne répondez pas maintenant. Les choses changent. Si vous dites non au changement... Je dis non, je dis clairement non au changement. Je peux être là. Oh. Je peux être là. Je dois dire cependant, je ne suis pas certaine que ma présence ait pour effet d'atténuer ou bien d'exciter la violence de son acte. Mais je peux être là. Les choses changent indéniablement. Mais ce changement, aussi inexorable qu'il soit, n'a rien qui puisse nous forcer à nous y soumettre. C'est un surcroît de dignité pour celle qui, aussi futile qu'elle apparaisse rétrospectivement, refuse son inflexible autorité. Je suggère... Je n'ai pas été d'une parfaite franchise. Je sais très précisément quel effet aura ma présence sur son acte. Car je devrais l'encourager, et avec ardeur. L'encourager avec ardeur. Pas seulement pour satisfaire, mais pour dépasser ces intentions qu'il a à votre endroit exprimées et continue d'exprimer. À toute heure, demi-heure, intentions qui, aussi grotesques qu'elles soient, ne peuvent être rendues pleinement grotesques que par le spectacle de votre nudité. Il hurle, il tremble et il brise des objets. Pas par maladresse. Certains de ces objets sont précieux. Je n'ose pas l'évoquer. Si je l'évoque, si j'indique la valeur d'une chose, il prend plaisir à l'anéantir. Peinture, objet décoratif, votre cage à oiseaux, et les chiens sont morts. Votre mari doit me posséder? Doit, oui. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais agir comme un frein. Et les objets précieux, les casser peut lui offrir un apaisement temporaire. Chaque jour qui passe... Ils se font plus rares, évidemment. Et de moins en moins précieux. Alors, il peut vous posséder? J'ai cru comprendre que vous avez dit oui, et cependant le mot... Est-ce que je suis trop scrupuleuse? Le mot oui doit tout de même être... Oui. Tout ce temps, la lente rivière de nos années, vos vacances près des lacs, vos enfants, leur colère et leurs pleurs, les vergers, le lavoir, les petites robes dégoulinant sur la pente, et toujours passant et repassant, le cul de mon mari, les cuisses de mon mari. Je vous ai surprise dans votre lit une fois. De votre main droite, vous aviez remonté votre jupe. Avec la gauche, vous aviez couvert vos yeux. Vous bougiez comme une poupée dans la gueule d'un chien, vous secouant d'un bord sur l'autre. Ça ne voulait pas s'arrêter. Vous gémissiez le nom de mon mari. Il n'allait pas mieux. Se coucher contre lui. Oh, se coucher contre lui dans le noir. Énorme, mon mari. Savoir qu'il était énorme et ne pas en être la cause, cela requiert une considérable... Je dis que je peux être là. Je veux dire bien sûr que je dois y être. Je dois être là. Je n'ai jamais vu votre mari. Ni, pour autant que je sache, jamais prononcer son nom. Il est difficile d'être catégorique. Il peut partager son nom avec celui de mon mari, auquel cas votre description, en apparence chimérique, vu ma passion pour mon mari,
pour reconstituer un compte-rendu authentique de ce qui s'est passé. Jamais vu mon mari? Ça veut dire quoi, ça? Jamais vu lui? Il a été employé ici pendant 15 ans. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. Il est impossible à n'importe quelle femme de manquer de voir mon mari. Oh! Il est remarqué par toutes les femmes, les voyantes comme les aveugles. Une fois, quand j'étais malade, j'ai vomi sur vos mains. Vous n'avez pas reculé, ni attrapé de serviette, par calcul peut-être. Peu importe à quel point le spectacle était immonde. Une servante doit être soucieuse de ne jamais offenser en se montrant elle-même offensée. Ou vous êtes-vous senti honoré? Vous allez vomir encore? Je vais vomir. Violemment. Votre vomi va me faire suffoquer. Oh, vous faire suffoquer. Il se trouve que les choses ont changé. En conséquence, désormais, simuler n'est plus nécessaire. Votre dégoût, votre plaisir, vous pouvez l'exposer. Je déteste vomir, je déteste vomir. Je lui dirai. Dites-lui. Je déteste vomir. Les chiens sont morts, elle a dit. Premier mensonge. Tu n'es pas mort. C'est comme pour moi, couché dans le lit, nu pendant que les enfants jouent. Le soleil au couchant, une scie, gémissant au fond des bois. Second mensonge, il peut très bien y en avoir d'autres. Je lui ai transmis votre oui. Je lui ai transmis votre oui. Et lui, il s'est changé en pierre. Changé en pierre, c'est le mot, le seul mot pour ça. Une pierre. Pas une pierre, non, pas une pierre, parce que pierre n'est pas le bon mot, franchement mauvais. En disant pierre, je voulais tenter d'exprimer son calme. Il était calme, si calme. Jamais dans ma vie je n'ai vu un tel calme provoqué par un simple mot. Mais s'il était calme comme l'est une pierre, il n'était pourtant pas inerte comme l'est une pierre, ni froid comme elle, et donc pas une pierre. Et j'ai entendu son sang. Impossible, direz-vous. Impossible, elle n'a pas entendu son sang. Et si pourtant je l'ai entendu, s'il était calme, si pendant quelques secondes entières il est resté calme comme une pierre, il n'est pas resté silencieux. J'entendais le flot dans ses veines comme si la pluie d'orage se déversait en trombe dans les égouts et les souterrains. Beaucoup trop. Beaucoup trop de sang pour les artères d'un homme. J'ai vu sur lui la tension affleurant sous le calme. Bien sûr, ce oui de votre part n'était en aucun cas nécessaire. Mon mari vous prendra de toute façon, mais il peut servir à diminuer, sinon à éradiquer cet aspect de contrainte absolue qui, dans ce contexte de bouleversement, est implicitement contenu dans l'acte. J'ai dit que votre oui n'était pas synonyme d'approbation. Je ne pense pas qu'il ait entendu. Alors j'ai remarqué, et je me demande, est-ce que c'est toujours comme ça quand quelque chose de si désespérément désiré, soudain, comme un contre-coup de certains bouleversements, s'offre de lui-même à notre possession? J'ai vu de l'angoisse en lui. Il est en train de se laver. Se laver? Se laver, oui.
Se laver. Cela peut vous paraître incongru tout à coup. Mais puisque mon mari doit vous prendre, puisque vous l'avez admis, puisque tout ce qui fut ces 20 dernières années, et probablement aussi ces 300 dernières, conduit nécessairement à la consommation de cet acte, en quoi est-ce incompatible avec sa toilette? Qu'il se lave. J'ai rempli la bassine. Je suis allée chercher la serviette, votre serviette, ou celle de votre mari. Nous avons tout votre linge à notre disposition. Et à mesure qu'il se déshabillait, je lui retirais ses vêtements. Il a senti mon regard glissant sur son corps. Mais il n'a pas une fois levé ses yeux vers les miens. Oh. Un instant, j'ai trouvé ça déconcertant, comme s'il me niait, comme s'il était intimidé par ma présence. Tout au contraire, par instinct, il me préservait. Et pas seulement moi, il nous préservait tous les deux de toute odeur de sordide que pourrait exhaler notre connivence. Si connivence il y a, le mot a une connotation négative, tout à fait inappropriée au sens de cette... Bien sûr, son regard se tournera à nouveau vers moi, mais sous un aspect modifié. Aspect dont je sais à l'avance qu'il ne me sera pas familier. Un regard à la fois enfantin et vicieux. Effrayant, bien sûr, mais en même temps enfantin et vicieux. Ce regard sera fait de votre corps. Est-ce que vous devez aussi vous laver? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pesé la question. J'ai failli aller chercher une seconde bassine. Mais votre propreté ou votre manque de propreté, il faut les examiner dans les contextes du changement. Mon mari doit vous prendre, mais dans quel état? Doit-il vous voir tel que vous êtes ou tel que vous étiez? Je n'ai pas eu de contact avec de l'eau et du savon depuis une semaine. Je sais. Je pue! Tout à fait. Et croyez-moi, ce n'est pas facile pour moi, une servante avec les vêtements de la servitude cousus sur la peau, savoir que sa maîtresse pue. Mais mes scrupules sont hors de saison. Étant donné que mon mari doit vous posséder, l'unique chose à considérer est celle-ci. Du fait que pendant 20 ans, il a enduré de vous voir propre, ne pourrait-il pas aujourd'hui tirer plaisir de votre crasse? Ceci, bien évidemment, est le dilemme né du changement. Posez-lui la question. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais pensez-vous qu'il le sache lui-même? Ou plutôt, compte tenu de la nature fluctuante du désir, et mon mari est à cet égard plus volatile que la plupart, ce qu'il accepte, peut-être négligemment, pourrait se révéler susceptible de l'offenser. Dans ces circonstances modifiées, ou pourrait servir à puissamment exciter sa vigueur. Non, je ne lui poserai pas la question. De toute façon, moi-même, est-ce que je ne suis pas, au même titre, aussi désemparée que n'importe qui d'autre par les ramifications des changements? Et moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a quelque chose de mauvais goût, oui,
mauvais goût dans le fait de vous convier à vous savonner et à vous frictionner pour préparer votre personne à un homme. Je rappelle que vous avez formellement approuvé cet arrangement qui a l'intention de vous violer. Êtes-vous sa jeune épousée? Je ne pense pas. Je voulais seulement me laver. Oui. L'ironie de la situation, ou ces contradictions, franchement, Oui. ne sauraient constituer pour moi un charme ni un embarras. Non, non, bien sûr. Et les préjudices pour vous et moi, en ce qui concerne le bon ou le mauvais goût, sont insignifiants en comparaison de l'échec ou du succès. L'échec ou succès? Échec ou succès? C'est ce que j'ai dit. Et si son échec devait être mon succès? Les conséquences en seraient terribles. Pour qui? Pour vous. Mais pas seulement pour vous. Pas seulement pour moi, pour vous aussi peut-être. Aussi, est-il impératif que moi, qui dois me plier au supplice d'être violée par votre mari, je fasse l'expérience de ce viol en adoptant une particulière attitude, pour l'heure non précisée, de manière à ce que vous et d'autres, si ça se trouve, puissent ne pas avoir à pâtir des conséquences de sa frustration absurde. Et n'avez-vous pas déclaré votre résolution d'assister à cet événement répugnant, afin probablement de le pousser à des excès obscènes, d'exciter ou de modérer sa turpitude, tel un chef dirigeant son orchestre, encore plus absurde? Par conséquent, que je puisse être accusée d'une responsabilité totalement infondée dans le succès ou l'échec de ce... Alors que c'est vous, s'il y a bien quelqu'un qui... Et maintenant... Oh, c'est profondément sordide, n'est-ce pas? Je me suis permis à moi-même d'être partie prenante dans le débat dont la seule raison d'être est de justifier l'arbitraire de ma dégradation. Mais vous avez dit oui. En effet, j'ai dit oui. Oui, vous avez dit oui. Et j'ai pensé tout de même, pour autant qu'elle le conteste, elle a une sorte de vague compréhension de la signification, des multiples significations, des changements. J'ai dit oui. Parce que j'ai vu avec quelle rage vous désiriez que je dise non. J'ai dit oui pour vous devancer. Oh, j'ai dit oui d'un point de vue très élevé, pas du point de vue de la bassesse. J'ai joué avec le oui. J'ai fait du oui une balle qui rebondit. Et vous avez lancé cette balle bondissante à votre mari, qui, en la voyant ou en l'entendant, s'est fichu à poil. J'ai dit oui. Avez-vous cru un seul instant que je voulais le dire? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc laissons les choses comme elles sont. L'effet de votre état sur mon mari, sa propreté et le contraste avec votre défaut de propreté. Je pue. Vous puez, le corps lavé, le corps pas lavé, être dégoûté, surmonter le dégoût, les insondables effets des changements sur cette chimie capricieuse. Oh! C'est tellement dommage que vous ne puissiez un court instant vous autoriser à admirer la nature extraordinaire de cette merveilleuse conjonction. Sa dimension exotique et... C'est tellement dommage. Mais c'est impossible, évidemment, impossible, car si vous vous autorisiez à être ainsi extasiée, ainsi séduite par cette éblouissante hypothèse, vous cesseriez d'en être la matière. Je veux tout. Je veux tout en même temps. Me réjouir du choc de votre humiliation dans la conscience que vous y avez consenti sans réserve.
sentir votre honte et savoir que vous y avez collaboré. Voir couler votre vomi sur mes poignets en lisant dans vos yeux l'affreuse fierté qu'il vous procure, le vomi. Oui. Moi qui n'avais rien et qui étais heureuse de ne rien avoir, maintenant je veux tout. Et je peux ne pas tout avoir. C'est le changement. L'effet du changement sur une femme assez ordinaire. Imaginez si vous en êtes capable, l'effet produit sur mon mari, qui n'est pas un homme ordinaire, pas ordinaire du tout. C'est lui. Il appelle, lui qui n'appelle jamais. Cet homme n'existe pas. Cet époux avec ses yeux subtils, ces yeux avec lesquels il regarde le monde de si haut, lançant des œillades sur ci ou ça, comme s'il cinglait du bétail avec une baguette. Cet époux maussade qui a vu mon cul et qui reste couché raide toute la nuit, mais avec les paumes tournées vers les draps. Il est pure fiction, et le but visé par cette fiction est de... Il arrive, lavez et vous, pas laver. Couchez sur le sol, sale, dégueulasse. Couchez sur le sol, j'ai dit. Non, ne vous couchez pas. J'étais... Oh, ce déluge d'images. Peinture, sculpture, allégorie, la femme violée, l'agonisante. Non. À genoux à la place. Tu ne sais pas comment c'est ça. Comment on fait pour s'agenouiller? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que s'agenouiller. Reste comme tu veux, droite, sale, et le menton pointé plus haut. Quand j'ai dit que je n'avais jamais vu votre mari, j'ai dit, je ne voulais pas dire par là que je doutais de son existence. Seulement que mes yeux, les yeux d'une femme non seulement riche, mais avisée, dédaignaient de le considérer. Maintenant, cependant, maintenant c'est clair. L'invisibilité de cet époux ne m'était pas réservée. Ce n'était pas l'effet du goût, ni de la classe sociale, ni d'un aveuglement volontaire. Il arrive. Il n'arrive pas. Et il n'arrivera jamais. N'est-ce pas? Jamais il n'arrivera. Pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Je n'avais aucune idée. Ou à peine l'idée de la terrible signification de tout ça. Pas seulement pour moi, pour lui. Je crois qu'il est intimidé. Intimidé, oui. Et sa brutalité, la violence avec laquelle il a prononcé ses intentions envers vous, ne sont à présent qu'une cacophonie bredouillante, derrière laquelle un fragile à la peau fine, oh, à la peau plus fine que n'importe qui, un presque sans peau de mâle ou de demi-mâle, s'est dissimulé. J'ai l'air d'être sous le choc. Je le suis, je pense. Je parle aussi innocemment des bouleversements. Mais les bouleversements, comment pourraient-ils en être autrement? L'ont bouleversé. Il existe. Il existe parce que je ne crains plus son existence. Ce qui n'est bien entendu guère une preuve de quoi que ce soit. Oh,
dit d'arrêter. Arrête! Arrête, méchant, espèce de sale gosse, méchant. Oh, tu veux l'autre chaussure? Oui, j'en sais d'une, mais une ce n'est pas assez, il lui faut les deux. Et peut-on lui en faire le reproche? Peut-on lui faire des reproches, il se trouve, parce qu'il en goûte une, torturé par le désir de l'autre? Difficilement, vu que les chaussures vont par paire. Avec l'abandon de la première, il était inévitable que je sois harcelée, parfaitement harcelée, jusqu'au sacrifice de l'autre. Arrête de couiner! Oh, je ne peux pas supporter un chien qui couine! D'un autre côté, satisfaire ce désir au détriment et au regard éphémère du soulagement que cela pourrait lui apporter serait préjudiciable, parfaitement préjudiciable à ma personne, pas vrai? Je dois rester ici, prisonnière des ruines de ma maison, dans les rebuts de mon mariage et de ma famille, pas seulement sale mais puante, dans des vêtements si déchirés et si locteux qu'ils me couvrent à peine le corps, et à cet apogée de mon humiliation pieds nus comme un réfugié, je garde la chaussure. Oui. Oui. Même avec une seule chaussure, il est possible de conserver sa dignité. Oh, par dignité, j'entends. Par dignité, j'entends. J'entends par dignité, j'entends la perspective d'une terrible indécence. J'ai toujours pensé qu'une seule chaussure qui boite autour de la chambre, qui pose devant le miroir, qui boite et qui prend la pose, surpasse la peine. Les bouleversements engendrent la folie. C'est évident. Pas seulement chez ceux qui sont dénudés du pouvoir, mais aussi chez ceux qui en héritent, paradoxalement. Ça, je n'ai pas été capable de le mesurer. Qu'on épouse ou qu'on repousse le changement, par conséquent, ça semble à côté du sujet. Ça peut déterminer, un tant soit peu, l'attitude qu'on a par rapport au changement. Mais cependant, est-ce vraiment le cas? Est-ce que ça la détermine? Donnez-lui quelque chose. Lui donner quelque chose? N'importe quoi. Chaussures, bas, n'importe quoi. Les bas sont filés. Chaussures, alors. Je ne peux pas donner la chaussure. Vos dessous, si vous avez des dessous. Mais j'ai des dessous. Alors donnez les dessous. Oh, cet animal, ce misérable, infidèle animal que j'ai nourri une fois avec mes doigts. Donnez à l'infidèle animal votre petite culotte. Oh! Certes, il est clair que la culotte n'est qu'un acompte. À peine la culotte aura-t-elle été livrée que l'infidèle animal va revenir. Je crois que nous le savons aussi bien l'une que l'autre. Votre réticence n'est cependant guère cohérente, étant donné que vous avez soutenu de la manière la plus convaincante que votre oui était une stratégie, un jeu avec les événements, une tentative désespérée pour reprendre la main dans une situation qui, de votre point de vue, était une horreur définitive. L'apparition de l'infidèle animal avec votre chaussure entre les crocs appartient sûrement au domaine des provocations. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Chacun d'entre nous, tous les infidèles, humains et animaux, vous réclament de vous dépêcher. Vous êtes effrayé. Plus qu'effrayé, vous êtes sous la terreur de cet homme que vous déclarez aimer. Je ne voudrais pas, même si je le pouvais, retoucher ou modifier un seul élément composant cette parfaite terreur. Je t'ai surprise dans ton lit une fois. De ta main droite, tu avais remonté ta jupe. Avec la gauche, tu avais couvert tes yeux. Tu bougeais comme une poupée dans la gueule d'un chien, te secouant d'un bord sur l'autre. Ça ne voulait pas s'arrêter. Tu gémissais le nom de mon mari. J'ai trouvé une chambre, la chambre d'amis. Je me suis couchée, j'ai fait comme toi.
Donne ta petite culotte à l'infidèle animal. Il arrive. Il arrive ou pas? Il n'arrive pas, non. Il n'arrive pas, et il n'a jamais été sur le point d'arriver. Vous le méprisez. Sa souffrance, loin de vous le rendre admirable, vous remplit de dédain. C'est possible. Sa fragilité à vos yeux, elle est comique. Oh, c'est possible. Perché comme ça, sur une chaussure, dans des vêtements répugnants de crasse, pas plus répugnants de crasse que vous ne l'êtes vous-même. Vous persévérez sans effort dans le caractère que vous possédiez avant les changements. Pas étonnant s'il n'est pas pressé de vous satisfaire. Il sait que s'il avait passé cette porte avec fracas, bavant et blasphémant, et vous jetant à terre s'il vous avait violé, puis pourquoi pas tué, il n'aurait rien fait de plus que ce à quoi vous vous attendiez. Grâce à des étoffes tissées de souffrance et d'horreur, vous auriez pu soutenir votre... Je me dois de l'admirer. L'admirer. Votre grotesque estime de votre sexe. Pensez-vous qu'il en a tant bavé durant les changements pour vous laisser vous cramponner à vos lamentables prétentions? Il n'est pas cet homme-là. Il n'a jamais été cet homme-là. Et aujourd'hui, il est moins cet homme-là que jamais. Quant à moi, l'éventualité qu'il puisse concevoir, ou qu'il ait déjà conçu un tel attachement pour vous, qu'ayant contenté, ou plutôt employons un mot plus juste, consommer ce désir dont il souffre si démesurément, je pourrais devenir, si je ne le suis pas déjà, oh oui, je suis probablement déjà pour lui un repoussoir. Cela dépend tellement de la façon dont lui et vous, la façon dont tous les deux vous... Je suis témoin de mon propre remplacement. Je suis l'actrice de ma propre annulation. Je ne désire pas votre mari. Non, mais lui vous désire. Et ce que vous désirez, vous, du fait des changements, est parfaitement indifférent. Et vous êtes pauvre. Dieu sait que vous êtes pauvre. Si pauvre, et si dure, et si morte, comparée à moi. Il en conviendra sûrement. Aussitôt qu'il aura contenté son... Sitôt que nous aurons consommé notre... Ainsi, ayant répudié mes charmes communs et superficiels, il accourra vers vous à toutes jambes, avec ce profond soulagement si habituel chez les maris volages et repentants. Chaque chose que vous dites, chaque mot de votre vocabulaire, votre magasin entier de sentiments empêche qu'ils viennent à vous. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Pas étonnant qu'il tergiverse. Vous n'êtes pas prête à le recevoir. Ah, et moi qui l'ai taxé de bizarre, de fou, d'imprévisible, ça n'a rien à voir. Il est si attentif à vous. Il ne la veut pas, c'est ça? Il ne veut pas l'autre chaussure. Oh, cette forme banale et répugnante de la chose érotique, ça ne fait plus notre affaire. Nous avons évolué.
J'accepte les changements. J'accepte les changements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux seulement dire que je constate la futilité de les nier. Ils existent. Est-ce qu'ils n'existent pas? Indéniable. Je me tiens ici, dans les ruines de ma propre maison. Puis-je nier que ma maison soit une ruine? Je me tiens debout dans les loques de mes vêtements. Puis-je nier que mes vêtements soient des loques? Non! Jusqu'ici, je suis à la fois logique et cohérente. Il est parfaitement vrai qu'en acceptant les changements, je n'y adhère pas pour autant. Je l'admets. J'admets que mon acceptation est provisoire. Et s'il advenait que les bouleversements soient à nouveau bouleversés, inversés, le statu quo restauré, les maçons, les charpentiers, les couturiers, tout ce qu'on a dispersé, tous les morts revenaient en masse, revenaient tous en masse. Oh, je serais aux anges. Oh, tu me hais, toi, le chien infidèle, à l'imitation du serviteur infidèle. Je suis infidèle, moi aussi, je l'ai déjà dit, hein. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Un arrangement, une opportunité, un compromis, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Une chaussure mise, une autre enlevée, ce n'est pas ce qu'il désire. Non, qu'est-ce qu'il veut? Oh, je vais te battre, je vais te battre, que ce soit ta faute ou pas, je vais te battre, parce que tu es un chien et que les chiens sont battus. Quand plus rien n'a de sens, on bat les chiens. Ça va, c'est d'accord. Ça va, d'accord. Pas d'accord, mais... Oh, ça ne va pas du tout. Il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Il ne peut rien sur lui-même. L'épreuve. Je n'aime pas le sang. L'épreuve, comment puis-je l'exprimer? L'épreuve d'être ce qu'il est n'est pas vraiment facilitée par vous étant ce que vous êtes. Mais je fais des efforts. Oui, je sais que vous en faites. Mais chaque tentative d'adaptation de votre part, et j'ai été totalement complice en la circonstance, est pour lui une frustration. C'est un aspect des changements que pas un, et certainement pas moi, et pas lui, ne pouvait prédire. Et naturellement, il souffre. Et naturellement, je suis punie. Naturel, vraiment? Oui. Parfaitement naturel que je doive payer la faute. À côté son calvaire, même pour moi qui ai déjà été et serais peut-être encore blessé par lui. Je n'aime pas le sang. Est une œuvre de beauté. Oh, oui. Chez un tel homme, se tordre dans les remous d'une passion si bouillonnante est forcément magnifique. Je me fous du sang maintenant. Comment pouvons-nous vous rendre plus propre à lui convenir? C'est difficile. Oh, c'est clair, c'est difficile. Quoi que je fasse, de quelque manière que je m'adapte. Je sais. Céder, séduire. Faire valoir ma dignité, faire valoir mon innocence. C'est comme s'il avait déjà tout prévu, voire expérimenté. C'est dur pour une femme. C'est dur. Dieu sait. Nous avons seulement de si nombreux stratagèmes. Et si c'est dur pour vous, pensez combien plus dur ça doit être pour lui. Après tout, comme vous dites, nous avons nos propres, quoique limitées, réserves d'incitation. Incitation dont nous avons l'habitude qu'elles produisent, même chez un homme modeste, un effet immédiat. Et pourtant, après tout,
Il désire être l'origine et le destinataire de vos effets. Je sais qu'il le désire. Il est parfaitement possible qu'il me casse le bras. Oui. Vraisemblablement, il va le faire. Il va vous casser le bras et quelques côtes, selon toute probabilité. Mais si l'on met ses côtes, ses bras et ses nez qui saignent en perspective, ce sont peut-être ces traumatismes un petit prix à payer s'ils favorisent l'union de votre mari et de moi. Oui, j'en ai parfaitement conscience. Il ne me plaira pas, n'est-ce pas? Il ne me plaisait pas davantage sur le lit cet après-midi-là quand tu m'as surprise. Sur le lit. Quand tu m'as surprise sur le lit. Ta main droite sous ta jupe. Et ma main gauche. Couvrant tes yeux. Ma main gauche. Tu bougeais. Couvrant mes yeux, la gauche. Comme si tu étais une poupée. Couvrant mes yeux. Et qu'un chien t'avait Mais prise. pas complètement. Te secouant. Ne couvrant pas complètement mes yeux. D'un bord sur l'autre. Pas complètement, j'ai dit. Tu m'as vu. Je t'ai vu. Tu m'as vu. Et ça ne s'arrêtait pas. Le nom de mon mari. Tu as trouvé une chambre. La chambre d'amis. Tu as trouvé la chambre d'amis et tu as fait la même chose. Vous m'avez entendu. Je t'ai entendu. Par-dessus les bruits des enfants, par-dessus la scie à bois, le criant, nous deux. Le nom de mon mari. Il me veut. Il me veut. N'y va pas. Vas-y. Il me semble. À moi. Il semble. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Si tu prends des coups, j'en serais ravie, car je sais comme tu sais qu'en te cognant, c'est moi qui cogne. Bien, très bien, vas-y. Il est sauvage. Il tourne en rond, tout nu comme un animal dans une cage. Une sorte de gros fauve dans un zoo. Allez vite, du sang, des bleus, des fractures. Tes punitions, elles font la queue. Je vais mourir. Mourir? Non, vraiment, mourir. Pas mourir. C'était un saignement de nez, juste le nez qui saigne. Une simple gifle, à peu de chance de... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis ici, sale, lâche, fière avec ou sans chaussures. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Une maîtresse devrait aussi sauver sa servante et je ne peux pas. Si tu m'as trahi, voilà qu'à mon tour, je te trahis. C'est absolument nécessaire. Sans ma mort, il ne peut pas être à vous. Et je vous ai accusé. En vous accusant, j'ai réussi un court instant à me dissimuler à moi-même la première loi des transformations, à savoir que tous les obstacles au changement ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous êtes par vous-même le vestige, le reliquat, d'où il s'ensuit. Oh, c'est si simple une fois qu'on en a admis la possibilité, que je dois être supprimé. Si tous les deux vous voulez marcher ensemble vers ce que les changements exigent de vous. Il le savait, il l'a toujours su. Ses hurlements, sa rage, sa répugnance, et il était plus bouleversé que vous. Que de ridicules tentatives pour éviter de faire la chose qu'il doit faire. Il m'aime d'un grand amour. Un amour du temps d'avant les bouleversements. Un vieil amour, pas un nouveau. Pas touche. Oh, ne me touche pas. Votre solidarité triviale, adolescente, une gifle venant de lui, je vous le certifie, est largement préférable à un baiser de vous. Et je n'aime pas le sang. N'essaye pas de me sauver. Va voir et viens me rapporter. Tu ne veux pas aller voir. Et en quoi un chien ne pourrait-il pas être délicat? Il a certainement dû passer des nuits entières dans sa chambre, emmitouflé dans son linge de corps, filant ses bas avec ses griffes de chien. Donc évidemment, la voir morte serait, même pour un animal infidèle, blessant.
Voire mortel, il se traînerait jusque dans un coin d'ombre pour y crever. Je n'ai pas entendu son cri. Et toi, tu l'as entendu avec tes sens si aigus, si fins, si raffinés. Raconter, alors? Peut-être que ce n'est pas racontable. Ou racontable seulement passer de longues heures, ou passer de longs jours. Quand les mots adéquats à l'horreur surgiront d'eux-mêmes, ces mots qui, juste après coup, paraîtraient impropres, voire délirants, le bafouillage d'un esprit dérangé. Ça peut se raconter. Ça peut. Ah bon? Bon, très bien. Allez-y. Oh, racontez, je vous en supplie. Je vous supplie de raconter. Maudit les changements. Je me prosterne devant vous. Maudit les changements. Alors j'essaierai. Madame, je maudis les changements. Je maudis ce qui ne pourra jamais être atteint par les malédictions. Et quand je maudis, je mens. Et pourtant, je maudis. Il a parlé. Parlé. Ce n'était pas une conversation. Rien de ce qu'il disait n'exigeait, ou plus précisément, n'admettait une réponse quelconque. Ce n'était pas pour autant, j'en suis certaine, un discours appris ou répété, même s'il était à la fois ferme et fluide. Il parlait sans pause, sans hésitation, sur un ton neutre, tendant à la mélancolie, ni orné, ni emphatique, ni gâté non plus par les vieilleries de l'inspiration. Et tout ce temps-là, sa bite à l'air faisait saillie sur sa nudité. Et vous connaissez le mal, elle opinait, comme pour approuver sa thèse, comme pour applaudir le style. Et ces paroles qui... Maudit les changements. Je les maudis. Ces paroles qui n'étaient pas une conversation, qu'est-ce qu'elles... Je ne saurais le dire, alors que j'ai tout entendu, et sur le moment, parfaitement tout compris. Une compréhension peut-être accrue par l'incongruité de la situation. Je me retrouve maintenant infoutu de m'en rappeler un traître mot. Je les maudis, et après, je les maudis. Il a giclé, inondé, comme si une grosse vague avait explosé contre un mur, ou qu'un coup de fouet avait explosé. Mon ventre s'est retourné, fait des tonneaux, la vision de ça, une fois, deux fois, plus, ont titubé à quelques mètres l'un de l'autre. On ne s'est pas touché comme des passagers qui ont le mal de mer sur un pont en pente. Je me suis accrochée maladroite, et pourtant j'ai délogé un truc, un vase en verre. Oh, il a éclaté. Les fleurs étaient fausses. De fausses fleurs, en quel honneur! Nous avons des hectares de jardin. Et après, je maudis les changements. Il a ouvert la porte du cellier. Mes vêtements étaient là, entassés sur des étagères. Nous disposons de votre garde-robe. J'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main. Il a rempli la bassine d'eau tiède et, pendant que je me lavais, il est allé chercher des accessoires. Nous disposons de vos accessoires. Gants, chapeaux, même un sac à main. J'ai dit que comme je n'avais nulle part où aller, je pouvais m'en dispenser. Il a su constamment maintenir une distance. Une distance grande comment? Je maudis les changements. La distance qu'il a jugée appropriée. Ça veut dire quoi? Je maudis les changements. Une distance estimée de manière exquise. Et cela tout nu. Une nudité paraissant plus nue à mesure que je l'étais moins. La loi de l'inversion des rapports. Et ensuite, il a pataugé dans son propre sperme, allant et venant sans parvenir à le remarquer, ou bien au contraire, le remarquant, mais sans être conscient du sacrilège qu'il commettait. En dénigrant les changements. Un homme doit se respecter lui-même. On le remarque fréquemment. Ou il ne peut pas être respecté. Si fréquemment qu'on ne doit pas considérer ça comme un phénomène, mais comme une règle qui n'admet pas d'exception, les opposants au changement par étapes cessent d'identifier et finalement d'habiter le monde réel et se réfugient dans les fantasmes les plus bizarroïdes. Ce récit de vous,
Je l'ai trouvé captivant, je le reconnais. Même si l'idée d'une rencontre si profondément érotique, se déroulant sans la plus légère intimité physique, apparaît au premier abord incompatible avec ce que je sais de mon mari, avec ses longues et terribles années de désir pour vous. Mais je le concède, à l'ère des changements, beaucoup de choses sont possibles. Ce qui n'est pas possible, cependant, et c'est là qu'on voit à quel point il est inévitable que la menteuse couronne son mensonge avec ce détail saugrenu qui dès lors démasque et démolit tout le reste. Mon mari ne peut pas avoir pataugé dans son... Je ne peux pas le dire. Réellement, je ne peux pas dire la chose que vous avez dite. Je vais la répéter si vous le souhaitez. Répète-la, c'est ça. Aussi souvent que tu en éprouves le besoin. À chaque jour, chaque heure, jusqu'à l'instant même de ma mort, avant que je demande grâce et que je te croie. C'est toi qui veux. Moi? Pas moi. Je crois que vous ayant vu vous habiller, accrochez vos bas, remontez votre jupe sur vos hanches, le murmure si alléchant de la fermeture éclair, il s'est retrouvé à peine quelques minutes après. Tenaillé par le désir de renverser ce cérémonial immaculé et obsédant. Votre pure perfection, elle invite à la dévastation, elle la revendique. Mais vous n'avez pas de rouge à lèvres. Je pourrais vous prêter le mien, d'accord? Je vais le chercher. Je crois qu'avant les changements, j'aurai la paix sacrée à même le sol. Je le crois, je le crois. Son foutre froid, même les carreaux, froids comme l'argent. Je le crois, je le crois. Et donc, il n'aurait pas pu patauger dedans, et je n'aurais pas eu la nausée. Je le crois, je le crois. Mais alors, avant les changements, est-ce que j'en aurais eu besoin? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ton mari serait resté stoïque à 8 mètres de moi et qu'il aurait laissé son sperme dépérir sur le sol. Son adoration était plus grande, mais sa haine, elle était plus grande aussi. Tes pauvres nuits à venir. Oh, tes pauvres nuits. Et toi qui pensais que tes nuits d'autrefois étaient pauvres. Mon mari doit vous posséder. Il peut vous posséder? Ne répondez pas maintenant. Doit me posséder? Doit. Il doit vous posséder, oui. Mais je... Est-ce que je n'ai pas... J'ai